Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre sur Réunion. La première pour votre 19h à la une de ce lundi 6 mars. Faut-il prévoir un mardi noir? La 6e mobilisation contre la réforme des retraites s'annonce musclée. Des actions sont prévues dès 6h du matin sur les routes. Opération Escargot, rendez-vous dans les ronds-points stratégiques. Nous vous en parlerons avec Jacques Bugon, le secrétaire général de la CGTR, nous rejoindra sur ce plateau. La semaine de l'emploi démarre ce lundi. De nombreux secteurs recrutent, comme l'action sociale et les services à la personne. Une journée y était consacrée à Saint-André afin de mettre en relation les demandeurs et les entreprises. Ces manifestations portent-elles leurs fruits? Nous poserons la question à Angélique Godel, la directrice régionale de Pôle emploi. La météo n'a pas facilité les recherches à Terre Sainte pour retrouver le jeune homme disparu depuis hier, happé par une vague. De traces de Stéphane. Des distributeurs de protection hygiénique installés dans les lycées de La Réunion, une action menée par la région pour lutter contre la précarité menstruelle et lever le tabou des règles. Et puis, pas de podium pour le candidat réunionnais à l'élection de Mister France 2023, mais une belle 7e place pour Benjamin Vienne. Nous reviendrons sur cette soirée. La Réunion à l'arrêt demain, c'est la question que tout le monde se pose et c'est en tout cas le message de l'intersyndicale pour le 6e jour de mobilisation ce mardi. Et des points noirs sont déjà identifiés selon nos informations. Ça risque de coincer au rond-point de Gillot, au rond-point des Plaines, au niveau du Chor, à Saint-Paul ou encore à Saint-Pierre. Pas de défilé de prévu, mais des opérations escargots et des distributions de tracts. À certains endroits, ça commence dès 6h du matin. On fait le point avec Indrani Petiaï. L'intersyndicale veut frapper fort contre la réforme des retraites et cette fois, un simple défilé dans la rue ne sera pas suffisant. C'est en paralysant le réseau routier qu'elle veut faire entendre son mécontentement. Dans le nord, une opération escargot aura lieu dès l'aube, depuis le pont Vincennes vers le rond-point de Gillot, où le rassemblement principal va se tenir. Après une occupation du site, une autre opération escargot se dirigera vers la préfecture. Dans le sud, au petit jour, les opérations escargot vont converger depuis Saint-Louis, le Tampon et même Saint-Joseph vers Saint-Pierre, où le front de mer sera ensuite occupé pour l'occasion. Autre point noir annoncé, le pont de la rivière Saint-Étienne qui serait bloqué par les manifestants du BTP. Par ailleurs, le site portuaire sera fermé demain et des perturbations sont attendues dans les stations-service. Notez que l'intersyndicale annonce également des surprises pour demain. Avec le mot d'ordre « La réunion île morte », le ton est donné. Et du côté des écoles aussi, de nombreuses perturbations sont à prévoir dans la restauration, les transports scolaires également. Prenez donc vos dispositions si vous devez vous déplacer. Dans l'Hexagone, la mobilisation a commencé ce lundi et demain, plus de 260 rassemblements sont prévus dans tout le pays, ce qui sera un record. Les grèves dans le secteur des transports, mais aussi de l'énergie, s'annoncent elles très suivies. Caroline Motte. Le jour n'est pas encore levé, mais à Ouassel, près de Rouen, premier feu de la mobilisation et premier barrage filtrant. Pour ce syndicaliste, il n'y a plus d'autre choix pour s'opposer à la réforme. C'est la seule solution pour qu'on puisse se faire entendre et durcir le mouvement à partir d'aujourd'hui. Sur la route, certains conducteurs sont solidaires, mais d'autres n'approuvent pas ce type d'action. Je ne sais pas si on va arriver à quelque chose en bloquant tout. Il ne nous reste plus que ça. On n'a plus beaucoup de temps, donc il va falloir agir vite. Et si ça peut aider et mobiliser les gens, ça ne me dérange pas d'être ralenti ce matin. Opération de tractage aussi près d'Orléans. Merci, bon courage. Pour anticiper et préparer la journée de demain. Nous, on souhaite vraiment que ce soit un très grand jour parce qu'il faut vraiment que le gouvernement arrête, il faut qu'il recule. Les syndicats s'attendent à la plus grosse mobilisation depuis le début du mouvement. Le leader de la CFDT espère une réaction de l'exécutif. Le président de la République, il ne peut pas rester sourd. On ne peut pas avoir ce silence maintenant qui dure depuis 2 mois avec juste des petites phrases rappelant à la responsabilité des uns et des autres sans prendre en compte le problème. Mais vous attendez. À Toulouse, les agents grévistes d'Enedis ont réquisitionné une centaine de véhicules et s'organisent pour occuper le site. On a tout prévu pour rester longtemps, dans la durée, donc jusqu'au retrait de la réforme. Des blocages longs et durs que le ministre du Travail prend au sérieux, mais il appelle à la responsabilité. Et je suis convaincu, nous sommes tous convaincus au gouvernement, dans la majorité, que l'expression d'un désaccord, c'est légitime, mais que ça ne doit pas entraîner un blocage du pays qui serait dangereux pour notre économie. Dans les établissements scolaires, les perturbations s'annoncent très fortes, tout comme dans les transports.
Et on va plus loin avec Jacques Bugon, le secrétaire général de la CGTR nous a rejoint. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous confirmez que demain, à La Réunion, ça risque d'être une journée noire? Ça risque d'être une journée compliquée, je dirais, par rapport à divers rassemblements, de manifestations qu'il y aura autant sur le nord, dans l'est et du sud de l'île demain toute la journée. Vous avez déjà une idée de l'ampleur que ça peut prendre du taux de grévistes? Ah oui, là je sors d'une réunion, j'étais un petit peu en retard sur le plateau. On était dans les dernières lignes droites de la préparation de demain. Donc ce que je peux vous dire, le point de convergence du rassemblement demain, c'est à partir de 7h, rond-point Gillot. Donc il y aura des diverses manifestations sur le nord, c'est au Créolia. Il y aura la Fédération Commerce de la CGTR, les camarades de la santé, des camarades d'autres professions qui vont rejoindre des camarades au Créolia, et puis un défilé jusqu'à le rond-point de Gillot. Il y a mes camarades de l'Est qui rejoindront aussi sur Nice. Tout ça en intersyndical, bien évidemment. Et tous les secteurs sont concernés. On voit que les dockers aussi rejoignent le mouvement demain. Oui. Tous les secteurs sont concernés. Moi, j'appelle la population, j'appelle tous les salariés demain à se mettre en grève. J'ai entendu aussi qu'il y a des employeurs qui appellent les salariés à faire du télétravail demain. J'ai dit non. Il faut oublier le télétravail demain et se mettre en grève contre cette réforme de retraite c'est une réforme régressive. C'est une réforme régressive pour l'ensemble des salariés, même des futurs retraités. Pour vous, il faut en passer par là pour se faire entendre? Il faut aujourd'hui arriver à cette situation pour que le gouvernement nous entende. Parce qu'on ne nous entend pas. Malgré des débats à l'Assemblée nationale, malgré des grèves du mois de janvier, mois de février, et aujourd'hui, ce gouvernement, notamment le président de la République, ne nous entend pas. Et nous on dit, cette réforme, c'est une réforme injuste. Vous demandez toujours le retrait de cette réforme? On demande toujours le retrait de cette réforme. Mais au-delà de ça, Christelle, au-delà de ça, à La Réunion, de cette réforme, il y a le problème de l'emploi. Le financement de la retraite, c'est de l'emploi. On va parler de l'augmentation des salaires. C'est l'augmentation des salaires. Il faut augmenter les salaires. Il y a aussi d'autres revendications à La Réunion. Et il faut aussi souligner que c'est une grève reconductible. Donc il y aura un mouvement demain et les jours suivants. Alors qu'est-ce qui va se passer? Alors, on avisera le 7 au soir, puisque le 7 au soir, il y a une réunion de l'intersyndicale et il y a aussi une mobilisation le 8 mars. C'est la journée des droits de la femme. Et comme vous le savez, le 8 mars, c'est aussi... les femmes sont concernées par cette réforme, puisque c'est eux qui sont plus pénalisés, je dirais, dans cette réforme. Merci beaucoup, Jacques Bugon, d'être venu ce soir et d'avoir répondu à toutes nos questions donc, sur cette grève demain, 7 mars, à La Réunion. Et qui dit retraite dit aussi emploi. À La Réunion, le taux de chômage reste plus important que dans l'Hexagone. On comptait au 25 janvier dernier 155 720 demandeurs d'emploi. Une semaine est consacrée à démarrer ce lundi avec une première journée dédiée au secteur de l'action sociale et des services. C'était au Parc du Colosse à Saint-André. Le reportage est signé Henri-Claude Elma et Florence Bouchou. Au Colosse à Saint-André, malgré le temps maussade, c'est plein feu sur l'emploi et les métiers de l'action sociale. Dominique Comarmont a perdu son CDI après la fermeture de l'entreprise qu'il employait. Actuellement en CDD, elle fait un détour par ce forum avant de prendre son service à 13h. Oui, ils sont habitués à me voir tout le temps. Alors, moniteur éducateur, donc inscrite au Pôle emploi de Saint-Benoît. Future éducatrice spécialisée. Super, tant mieux, merci. La monitrice éducatrice espère franchir un nouveau palier dans la pratique de son métier. J'aimerais changer de fonction et vraiment être beaucoup plus dans la coordination, dans la gestion des équipes, dans la gestion de la coordination. Après une dizaine de minutes d'attente, la voilà face à une entreprise à la recherche d'un profil. Le placement, c'est combien de temps par exemple? En CDD, ça peut être aussi des maternités, des longues maladies. Le secteur de l'action sociale, qui comprend l'aide à domicile, a du mal à recruter. Les offres sont plus nombreuses que les demandes. C'est pas un métier facile, surtout handicap. Et au niveau, on
va dire les choses, c'est pas au niveau de rémunération, c'est pas ça. C'est pas quelque chose qui est. C'est pour ça qu'il y a eu quand même des revalorisations de salaire, il n'y a pas plus longtemps que ça, pour inciter les gens à aller dans le secteur. D'ici 2050, près de 300 000 personnes à La Réunion seront âgées de 60 ans ou plus, 20% d'entre eux en perte d'autonomie. On aura besoin des services allant de l'aide à la personne, de l'aide aux personnes âgées, jusqu'à la garde d'enfants, en passant par l'assistante ménagère. Et même d'autres services, comme on voit ici, par exemple, la coiffure, l'esthétique, la télésurveillance. Donc, soyez vraiment ouverts. Et on a besoin d'une large compétence pour avoir ces offres d'emploi. Dominique Comarmont a bon espoir de trouver la fonction qu'elle recherche. La recherche d'un emploi, c'est pas juste on va chercher un emploi, c'est le mental, c'est la disponibilité. Elle se définit d'ailleurs comme une mitraillette, toujours à l'affût, ne laissant jamais passer une offre d'emploi. Bonsoir Angélique Goudel, vous êtes la directrice régionale de Pôle emploi. Le secteur de l'action sociale, on vient de l'entendre, a du mal à recruter, notamment pour les services d'aide à la personne, plus d'offres que de demandes. Quels sont les autres secteurs qui se retrouvent dans la même situation où il y a un réel besoin à La Réunion aujourd'hui ? Oui, absolument. Et puis c'est la focale que nous avons voulu porter sur cette 6e édition de la Semaine de l'Emploi cette année. C'est de mettre l'accent sur les 5 secteurs qui peinent à recruter, aussi bien au niveau national qu'au niveau régional. Alors aujourd'hui, c'était l'action sociale, mais après-demain, nous aurons le commerce, enfin l'hôtellerie-restauration, ensuite le commerce et enfin le transport et le bâtiment. Mais alors comment les rendre plus attractifs, ces secteurs ? Alors nous travaillons vraiment de façon très importante et très serrée avec les branches professionnelles, avec les syndicats professionnels, mais aussi avec les entreprises pour qu'elles puissent ensemble revaloriser les conditions de travail, les salaires, etc. Mais aussi que les chefs d'entreprise puissent prendre conscience qu'aujourd'hui, de manquer du personnel risque de leur faire fermer parfois les entreprises. Donc nous sensibilisons les entreprises et parallèlement, nous travaillons avec les demandeurs d'emploi pour les inciter à aller sur ces métiers qui recrutent. Et nous ouvrons, et c'est ça qui est important, nous ouvrons les portes des entreprises, nous organisons les rencontres. C'est la clé de la réussite demain. Elle passe par justement le contact avec le recruteur. Effectivement, le Pôle emploi organise des actions dans différents secteurs toute cette semaine, vous le disiez. Vous mettez directement en contact les demandeurs d'emploi et les entreprises. Est-ce que ça porte ses fruits ? Est-ce que lors de ces manifestations, vous constatez peut-être un taux qui augmente d'embauche à terme ? Nous devons dire aussi que c'est la 6e édition et ça fait 5 ans que le chômage continue de baisser à La Réunion. Il reste conséquent, vous l'avez dit, mais cela démontre aussi qu'il y a une embellie aujourd'hui économique qui favorise les demandeurs d'emploi pour leur insertion sur le marché. Et puis par ailleurs, toutes les rencontres que nous organisons, elles visent aussi à casser les représentations parce que la dame le disait, aujourd'hui quand on cherche un emploi, il faut être acteur de sa trajectoire d'insertion, mais aussi prendre le contact et puis avoir une autre idée de ce que l'on peut entendre sur l'emploi. L'action sociale ce matin, c'était un très bon exemple. Nous avons pu, avec les entreprises, démontrer que le métier évolue et que de s'occuper des enfants, de s'occuper des gramounes a vraiment du sens et une utilité sur notre territoire. Alors comment avoir le programme de cette semaine de l'emploi pour ceux qui souhaitent y participer ? Pôle-emploi.fr, c'est le meilleur moyen d'avoir toutes les actions qui sont disponibles et qui sont accessibles à tous les demandeurs d'emploi pour justement rencontrer les recruteurs. Merci beaucoup Angélique Goudel d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci. Et à Terre Sainte, les recherches ont pu reprendre cet après-midi avec un temps un peu plus clément pour retrouver Stéphane Boyer par une vague hier au niveau de la pointe de Tanambo. Le corps d'un autre homme a pu être repêché ce dimanche, mais aujourd'hui, les mauvaises conditions météo n'ont pas facilité les opérations. Et la famille du jeune homme de 16 ans, originaire de la ravine des Cabris, était présente. Laurent Pirotte. Depuis les premiers rayons du soleil, il guette. Au fond du chemin du gouffre à Terre Sainte, la famille Boyer, des amis ou encore des curieux sont venus en soutien afin de retrouver le corps de Stéphane, emporté hier par la mer. Mais le temps freine les opérations et la famille perd patience. Ils nous ont dit à 6h du matin, il y aura des équipes qui seront déployées sur le terrain. Marine, terrestre, aérien. À l'heure de maintenant, on n'a rien. On les a appelés, les pompiers, ils nous ont dit, ils n'ont pas l'accord du préfet encore pour déployer tout ça. Arrêtez de nous pomper des corps parce que c'est mon enfant dans l'eau. Vu les mauvaises conditions météorologiques, pas d'hélicoptère. Des amis déploient alors un drone
et repère quelque chose. Il est juste devant là, il est juste devant là. Là. Ah, il doit pas trop tard. Ah oui, devant, il y a la vague. Sur place, les bateaux des particuliers et les Zodiacs des sapeurs-pompiers ne retrouvent pas de corps. Les plongeurs sont venus faire le tour, mais en repartant, quand ils sont repartis, le corps est présenté juste à terre là devant nous. On a bien vu, pas moi tout ça, toute la famille a vu, tous les amis a vu. Et le bateau est reparti par rapport au mauvais temps là, mais nous on a marre, il faut nous rendre ce corps là. On est fatigués. Dans l'après-midi, malgré une météo plus clémente, ni l'hélicoptère des secours ni les moyens maritimes ne permettront de localiser le corps de Stéphane Boyer, âgé de 16 ans. Mauvais temps dans la zone océan Indien provoqué aussi par Freddy, la forte tempête tropicale qui pourrait redevenir cyclone. Elle s'est rapprochée de la côte sud-ouest de Madagascar la nuit dernière et 2 nouvelles victimes sont à déplorer. Plus de 6200 sinistrés selon le Bureau national de la gestion des risques et des catastrophes. On fait le point tout de suite avec notre correspondant sur place, Ridge Rassolondrabe. Le du cyclone Freddy n'était pas entré sur terre à Madagascar, mais il a apporté beaucoup de pluie sur tout le pays et beaucoup de vent dans le sud-ouest de l'île. Cette partie de l'île a sûrement besoin de pluie, mais en abondance. Elle a apporté beaucoup de dégâts. Une maison effondrée près de Tuléar qui a causé la mort d'un enfant de 1 an. Un autre enfant est mort par une noyade, toujours dans la même zone. Toujours dans le sud-ouest, de nombreux individus sont piégés actuellement par les eaux dans le village dénommé Mand. Le Bureau national de gestion des risques et catastrophes à Madagascar, BNGRC, a bien à sa disposition un hélicoptère qui peut transporter des marchandises ou des êtres humains, mais la météo ne permet pas encore l'envoi de cet appareil, selon les explications du directeur général du BNGRC, Elak Anjiakad. Près de 1500 ménages sont impactés par ce retour de Freddy. 64 maisons et cases ont été détruites. Freddy, qui est maintenant forte tempête tropicale, est à 130 km de nos côtes et peut encore causer des dommages à l'heure où je parle. Ridge Rassolondrabe à Madagascar. Situation à nouveau très compliquée aussi chez nos voisins mauriciens. L'île Sœur est sous le coup d'un avertissement de pluie torrentielle depuis 15h15. En 2 heures, il a été relevé plus de 100 mm à Port-Louis, à Pamplemousse, Port-Louis, sous les eaux. Des averses orageuses se sont abattues sur la capitale. Certaines routes étaient également submergées, ce qui a rendu la circulation très difficile. Le tunnel de Caudan a également été fermé. Les pompiers ont procédé à plus d'une vingtaine d'interventions. Situation compliquée, comme vous le voyez donc sur ces images de nos confrères de l'Express de Maurice. Victimes de violences physiques, sexuelles, psychologiques ou de harcèlement scolaire, la cellule de recueil des informations préoccupantes déplore 5000 cas d'enfants signalés par an. Les associations du collectif Stop Violence Intrafamiliale se sont rendues au rectorat aujourd'hui. Objectif, collaborer plus efficacement pour les enfants et mieux accompagner les enseignants qui osent dénoncer ces maltraitances. Marie-Ange Frassati, Alexandra Pêche. De plus en plus d'enfants exposés à des violences physiques, morales ou sexuelles, c'est le constat des associations. Pour protéger les victimes, un collectif sollicite la collaboration du rectorat. Objectif, améliorer la prévention, la détection des cas et mieux accompagner les personnels scolaires qui ne se sentent pas toujours épaulés par leur hiérarchie. Alors la CRIP, la cellule de recueil des informations préoccupantes du département, qui est garant de la protection de nos enfants ici sur l'île, effectivement à 2-3 reprises nous a dit verbalement, mais je pense que ils doivent savoir ce qu'ils disent, mais ils nous disent qu'il y a une recrudescence en fait des violences et notamment sexuelles sur les tout petits, 0 à 6 ans. C'est une réalité à l'heure d'aujourd'hui. Il faut savoir comment le rectorat fonctionne. Quel est le protocole en cas de violence faite aux enfants? Quels sont les protocoles, les procédures, qu'on puisse après être à même à mieux accompagner nos familles. La recrudescence des signalements est également constatée par la justice. 2 bâtonniers font partie du collectif Stop Violence Intrafamiliale. Nous, au niveau des avocats qui font de la permanence mineure, puisqu'on a des avocats formés spécialement pour les mineurs, on se rend compte qu'on n'est plus en nombre suffisant et que du coup, aussi bien pour les mineurs auteurs que victimes d'ailleurs, il va falloir peut-être penser autrement, trouver des moyens d'être plus nombreux et d'être quand même compétents, formés, efficaces pour être là, puisque ça devient quotidien. Aujourd'hui, ce genre de dossier, à travers les violences directes sur les enfants, mais aussi à travers des enfants victimes de fait de la visualisation des violences commises sur l'autre parent.
Les conséquences des violences intrafamiliales, les infirmiers et psychologues scolaires doivent les gérer quotidiennement au sein des établissements. Des violences intrafamiliales, violences sexuelles, tentatives de suicide, de scarification, un mal-être général des jeunes en fait. Et rien que sur la semaine dernière, en fait, il y a eu 4 tentatives de suicide. Voilà. Dans votre établissement? Oui, voilà. Des envies suicidaires en tout cas. Combien d'affaires sont entre guillemets étouffées ? À savoir, par exemple, dans le milieu scolaire, puisqu'on est au rectorat aujourd'hui, un parent d'élève qui va venir signaler quelque chose pour son enfant qui s'est produit. Est-ce que tous les responsables d'établissement, est-ce que tous les professeurs sont suffisamment éclairés, formés, vont pouvoir mener à bien les bonnes démarches dans l'intérêt supérieur de l'enfant? On constate que malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. En résumé, travailler mieux et avec le rectorat, c'est l'espoir des associations pour qui les 5000 signalements annuels d'enfants victimes de violences ne sont que la partie émergée de l'iceberg. Des distributeurs de protection hygiénique installés dans les lycées de La Réunion, un dispositif développé par la région afin de lever le tabou des règles. Et par cette action, les jeunes filles pourront se procurer ces protections gratuitement, un moyen de lutter aussi contre la précarité menstruelle. Illustration au lycée professionnel Isnel Hamelin à Sainte-Marie avec Claudette Weitzilingom et Willy Thévenin. Les rayons des magasins et des pharmacies proposent pléthore de marques et de choix de protection périodique. Pourtant, en France, près de 2 millions de femmes et jeunes filles ne peuvent s'acheter de serviettes ou autres tampons hygiéniques. Plusieurs associations estiment que se protéger coûte entre 10 et 15 euros par mois. Afin de réduire les inégalités, la région Réunion débloque pour 2023 200 000 euros pour permettre aux lycées de se doter de distributeurs de protection hygiénique. Je trouve que c'est bien qu'on le fasse. C'est heureux qu'on le fasse, enfin qu'on le fasse et que ça ne soit plus un sujet tabou. Vous voyez, là où l'on a mis le dispositif, il est visible de tout le monde. Et peut-être que, un petit gigging sans doute, que ça servira aussi à ce que les garçons soient plus respectueux des filles. Et que ça, c'est une base solide pour l'égalité homme-femme. L'accès aux protections périodiques constitue un enjeu de santé, mais aussi un enjeu de solidarité et d'égalité. La précarité menstruelle impactant directement la réussite des étudiantes qui en sont les victimes. À la veille du 8 mars, Journée internationale des droits des femmes, cette présentation constitue un temps fort de mobilisation pour faire vivre l'égalité dans toutes ses dimensions. C'est ainsi qu'on arrivera à ce que ce retard soit rattrapé et que les mentalités changent vraiment. Et bien entendu, c'est un élément de lutte important contre le décrochage scolaire. Donc nous sommes là ensemble avec l'argent public, comme l'a dit la présidente, pour renforcer le message commun que nous passons à tous les jeunes, mais aussi aux adultes, pour que les mentalités évoluent et que concrètement, les jeunes filles soient aidées à une scolarité qui ne rencontre aucun obstacle matériel. Et cette opération trouve déjà un succès auprès des lycéennes qui reconnaissent l'utilité d'une telle offre. Beaucoup de fois, j'entends des filles qui se plaignent de leurs règles, qu'elles n'ont pas de serviettes et qu'elles sont obligées de rentrer chez elles. Et je pense que ça sera quelque chose d'utile pour tout le monde. Par exemple, quand on gagne nos règles et qu'on ne sait pas vraiment comment réagir, que ça arrive sur le coup, on sait qu'on a des protections à disposition ici. En cette semaine de l'égalité entre les filles et les garçons à l'école, cette opération prend tout son sens, notamment pour 2 raisons. Elle est organisée dans les locaux d'un lycée professionnel avec une majorité de filles. Et ce lycée porte le nom d'Isnel Hamelin, grande militante réunionnaise des droits des femmes. Et justement, nous parlons des femmes qui font la réunion dans nos JT toute cette semaine. Nous vous proposerons de rencontrer différentes personnalités à l'occasion de la journée des droits des femmes le 8 mars. On commence aujourd'hui avec Marina. Elle est policière et c'est surtout la première et unique femme de la brigade motorisée de la Réunion. Le reportage est signé Nakadani, Alexandra Pêche et Manuela Gigant. Commissariat de police du Chaudron, Marina, 32 ans, arrive sur son lieu de travail. Motarde dans sa vie civile comme dans sa vie professionnelle. Et oui, la moto c'est une passion depuis petite, donc c'était évident pour moi par la suite d'en faire mon métier. Un métier qu'il faut incarner de la tête aux pieds. Il faut endosser chaque jour l'habit et les équipements de sécurité du parfait motard. Les bottes, pantalons, gants, casques, vestes, pas moins de 12 kilos. Je dirais pas que c'est un métier d'homme, je dirais tout simplement que c'est un métier, physique. Il
faut avoir de l'énergie, il faut faut suivre le rythme tout simplement et il faut se préparer. Marina est la première et unique femme de la brigade motocycliste de la Réunion en 30 ans d'existence. Une équipe qui assure des missions de sécurité routière comme ce contrôle de véhicules, mais aussi des escortes de personnalités, de personnes en détresse ou des détenus. Moi je trouve ça vraiment enrichissant et c'est pas un métier commun, banal. Et chaque jour, on ne sait pas sur quoi on va tomber. Et c'est vraiment très bien. Moi, je recommande toujours un peu de sport avec la moto. Pour la déplacer, pour la manipuler, c'est toujours très utile. Tout a commencé en 2016 en réussissant le concours de gardien de la paix, suivi 2 ans plus tard d'un examen et de 4 mois de formation pour devenir motarde en 2019. À l'aise sur le terrain, comme dans les tâches administratives, notamment la rédaction de PV suite à des interpellations d'individus. Marina est un atout au sein de son équipe depuis son retour au pays il y a 6 mois. C'est vraiment un honneur pour nous de la recevoir à notre service. Je veux dire, c'est une plus-value jusqu'à présent à un monde masculin. Une femme, c'est toujours pondéré, ça réfléchit avant, et donc ça apporte ce que les hommes n'ont pas, tout simplement. C'est vrai que c'est pas commun de voir une femme motocycliste, donc chaque jour je lis l'étonnement sur le visage des gens. Les personnes sont plutôt ravies d'être interceptées, mais ça se passe toujours bien. Et la moto ne la quitte pas, y compris dans ses loisirs. Cette mère de famille de 3 enfants fait partie de l'association Tout en Moto 974, des balades en toute prudence, car l'année dernière, 45 personnes sont mortes sur les routes de l'île, la moitié en 2 roues. C'est vrai que de par ma spécialité, on me demande souvent des conseils et j'hésite pas justement à en donner au niveau sécurité routière. Pour Marina, toutes les passions peuvent mener vers une voie professionnelle et vers un épanouissement personnel. Du sport maintenant avec de la natation et ce meeting qui aura permis à des nageurs de se mettre en évidence dans le bassin de 50 mètres du Chaudron en vue des échéances à venir, les championnats de France et les Jeux des îles de l'océan Indien. Le reportage est signé Johnny Lérivain et David Dijoux. La course au minima qualificatif semble s'intensifier, ça nage de plus en plus vite, car en quête permanente d'amélioration, à l'image de Timéo Bordier, 18 ans, obsédé par un double ticket, championnat de France Jeux des îles, 2 tableaux sur lesquels il nage avec l'ambition d'y être. C'est 2 objectifs très similaires au final, parce que si on se qualifie au championnat de France, ça nous permet déjà d'atteindre les qualifications pour les Jeux des îles. Et du coup, c'est vraiment un objectif commun, quoi. Physiquement, ça va, j'arrive à la fin de mes cours, je suis pas si mal physiquement, donc je me dis que ça commence à progresser, mais du coup maintenant il va falloir prendre un peu plus de risques, quoi. Des risques, Emma Morel n'a pas besoin d'en prendre trop sur le 50 mètres papillon, distance sur laquelle elle règne en reine. Au Chaudron, elle s'impose aussi sur le 100 mètres d'eau, 2 victoires pour bien renforcer la confiance avant les échéances à venir. Sur un premier objectif, du coup, j'ai les championnats de France élite au mois de juin. Et puis dans un second temps, sur la fin de saison, les Jeux des îles qui auront lieu fin août, début septembre. Et comment tu te sens, toi ? Eh ben là, on est en période de travail, donc un peu dur cette compète, mais c'est pour la bonne cause, quoi, pour arriver forte sur la fin de saison. Chacun avance donc à son rythme, mais de façon crescendo. À 15 ans, Alexandre Ferrer nage devant, plus âgé que lui, sur le 250 mètres d'eau qu'il remporte. Le jeune nageur de Saint-Leu vise déjà haut et loin. Là, j'essaie d'améliorer mes temps et puis peut-être aller chercher une qualification pour les Jeux des îles. Et puis à voir si je peux faire quelque chose avec un niveau un peu plus, un niveau supérieur. Alors, je vise peut-être les championnats d'Europe junior. Le but du jeu, vraiment, ça sera que les nageurs donnent le meilleur d'eux-mêmes pour atteindre dans les 2 meilleurs temps sur chaque course, on va dire. Donc à fin mars, une première liste de nageurs sélectionnables sera sortie. Fin mai, une première liste des nageurs présélectionnés. Et fin juin, derrière, on aura les nageurs qui sont les sélectionnés pour les prochains Jeux des îles. Bref, ça laisse encore 3 mois pour tous les prétendants à la sélection Réunion de marquer des points précieux et espérer être de la grande aventure des Jeux des îles à Madagascar.
Et les Jeux Olympiques de Paris seront-ils un rendez-vous populaire? Les salles, les stades seront-ils remplis? En tout cas, l'engouement est là. Près de 3 millions de personnes s'étaient inscrites en ligne. Mais le prix de certains packs fait grincer des dents. Jean-Sébastien Fernandez. Cette enseignante fait partie de ces milliers de Français tirés au sort. Heureuse d'accéder à la première session de vente des billets olympiques. J'ai reçu le message samedi dernier. Mais une fois sur la plateforme de réservation, c'est la déception. Les tarifs sont trop élevés pour elle. J'ai déchanté. Les places étaient à 150 € par personne pour une session. La natation montait à 230 et on était déjà au-delà des 500 € pour les sports les plus populaires. Cette première session concerne le pack olympique composé de 3 sports différents, dont certains à des tarifs particulièrement élevés. Lorsque l'enseignante consulte par exemple les prix pour une soirée d'athlétisme, il ne lui reste que des places à 385 voire 690 €. La question c'est qui peut s'offrir des places à 690 €? Je ne vais pas passer un salaire en fait pour aller voir 2 heures de Jeux Olympiques. Sur les réseaux sociaux, des centaines de réactions similaires. En gros, que des places à 240 €, quelques-unes à 205. Il y a un lien pour payer sur 5 ans? Hélas, les prix délirants font que je regarderai tout cela dans mon salon. Paris 2024 affirme pourtant qu'1 million de billets à 24 € a été mis en vente. Et si les autres tarifs sont plus élevés, c'est qu'il faut équilibrer le budget. On sait que la billetterie pèse pour 1/3 des revenus pour pouvoir organiser et financer les Jeux. Donc c'est une part de revenus important. Et l'enjeu qui était le nôtre, c'est de faire en sorte que cet objectif de revenus n'écrase pas complètement l'accessibilité de nos billets. Les derniers Jeux en Europe datent de 2012 à Londres. Et si l'on compare quelques tarifs de discipline, on constate effectivement une nette inflation. Mais c'était il y a 11 ans. Dès le mois de mai, une nouvelle session de vente sera ouverte pour une seule discipline cette fois, avec des billets allant de 24 à 900 €. Au total, plus de 12 millions de billets seront disponibles pour ces Jeux. Il représentera Mayotte au prochain Jeux des îles et il vient d'être élu premier dauphin de Mister France 2023. Une belle place pour le représentant mahorais. Le Réunionnais Benjamin Vienne, lui, finit 7e. Retour sur cette soirée, c'était samedi à Paris avec Nathalie Sarfati et Agathe Tourneau. Une ambiance de folie dans la salle et sur scène 27 candidats déterminés à décrocher l'écharpe de Mister France 2023. Tous ont été élus lors d'élections régionales, parmi eux 7 jeunes hommes originaires d'outre-mer. Benjamin vient de La Réunion. Comme les autres, cela fait des mois qu'il se prépare. Il faut prendre le meilleur de cette soirée, profiter, surtout ne pas regretter parce qu'on a une région qui nous attend derrière et il faut garder ces beaux moments comme souvenir. L'actuel Mister France 2022, Lénie Tabourel, est là pour rassurer les candidats et leur donner les derniers conseils. Je regarde plus loin, je ne regarde pas devant la scène, forcément, ça tu le sais. C'est un petit peu de stress, c'est vrai, puisque on va parler devant énormément de personnes, mais on reste confiant et puis on va satisfaire notre île, la Martinique. En coulisses, les garçons s'entraident avant le show. Non, je devrais m'en sortir quand même. Mister France Nouvelle-Calédonie a sorti son drapeau, honoré de représenter sa région pour la première fois dans ce concours. Je suis très heureux d'avoir pu ouvrir cette porte pour la Nouvelle-Calédonie et en plus du coup de pouvoir démarrer ça pour représenter ma petite île tout là-bas. Et oui, mais je suis très heureux, je suis très fier en tout cas. La pression monte, d'autant que les soutiens sont déjà là, venus parfois de très loin. On est venu de Mayotte. On a fait 10 heures de vol. Donc, je ne vais pas les décevoir. Courage, courage. Et ils n'auront pas déçu les candidats. Comme pour Miss France, les participants sont jugés sur la beauté, l'élégance, mais aussi sur leurs valeurs et leurs engagements personnels. Le cancer du sein, la lutte contre l'obésité, la violence envers les femmes, le harcèlement scolaire, la délinquance, ou encore l'engagement fort de Mister Tahiti pour dénoncer les essais nucléaires en Polynésie. Je m'appelle Théani Vadinar et j'aimerais que les Français sachent le sacrifice des Polynésiens pour la grandeur de la France. Merci. Merci. Après 3 heures de spectacle, le résultat tombe. Mister France Corse. Mister France 2023 et Mister Corse. Mister Mayotte devient premier dauphin, une place plus qu'honorable. Je suis parmi les 3 premiers. Étant sportif, les 3 premiers ont toujours une médaille. Et celle-ci, je la prends avec plaisir et cœur puisque je représente Mayotte aujourd'hui.
Un beau doublé pour Jassim qui est arrivé 3e au test de culture générale. Athlète de haut niveau, il représentera Mayotte au prochain Jeux des îles de l'océan Indien. Cette élection. Voilà, et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, la météo, présentée par Mickaël Lorette. Demain à 12h30, vous retrouverez Pascal Souprayen. Passez une excellente soirée. Je vous dis à demain, 19h. L'information continue sur notre site internet lapremière.re. Bonsoir La Réunion, allez, faut y croire, petit lampe, le soleil va revenir. Alors que Freddy évolue ici sur le sud-ouest malgache avec des pluies qui donc concernent cette partie de Madagascar et de la Grande Île et donc une forte tempête tropicale qui évolue encore dans le canal du Mozambique cette semaine. Vous voyez tous ces nuages actifs là, ils sont passés au nord de chez nous. Nous, on est toujours sous des nuages évidemment plus élevés qu'offensifs et pluvieux, hein, parce que finalement on a eu de la pluie, mais peu de pluie par rapport à notamment l'île Maurice. Cette nuit, on gardera quelques averses sur l'est. Partout ailleurs, une grosse couche de nuages quand même. On aura la chance de voir les étoiles par endroits, mais ça sera quand même pas facile. Hein. Puis demain matin, on se réveillera avec toujours ces nuages bien nombreux sur le département, cette fine couche de nuages élevés, parfois plus épaisse sur certaines régions, mais des chances cette fois-ci de voir un peu plus de soleil qu'aujourd'hui. Un ciel qui restera gris sur la moitié est, notamment entre Saint-Denis et Saint-Philippe, avec quelques averses autour du volcan le matin. Des averses qu'on retrouvera l'après-midi dans les hauts, l'intérieur, les cirques, les plaines et le volcan. Et cette couche nuageuse va s'étirer du sud-ouest, Saint-Philippe, en remontant vers Saint-Denis et le port, avec là aussi quelques averses au programme qui resteront pour la plupart faibles, tout de même dans les pluviomètres. Très peu de chances d'avoir de fortes pluies. Les littoraux, notamment ouest et est, qui garderont le soleil, même dans le sud, Saint-Pierre-Saint-Joseph, avec ce vent qui va souffler aux alentours de 50 km/h, aussi bien sur le sud que sur le nord. Ça adoucira un peu l'atmosphère. Les températures restent plutôt élevées, hein, même le matin, entre 11 et 19 degrés dans l'intérieur pour ce mois de mars, hein, puis l'après-midi, jusqu'à 32 degrés au port, 30 à Saint-Pierre et 24 degrés dans le cirque de Silos. La suite, mercredi et jeudi, une amélioration relative, mais progressivement, hein, le soleil sera de retour avec des températures en hausse. Jeudi, l'Alizé qui donc prend le relais, puis la mer qui s'agite à nouveau vendredi. El Trulès vous en dira plus demain. Ainsi va la météo à La Réunion. Le soleil se lèvera demain à 6h18 pour se coucher à 18h39. Je vous souhaite une belle soirée sur La Première et à bientôt.